Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au plateau de l'émission Grand Jury ce lundi 28 décembre 2015. Encore 3 jours ou si vous voulez 72 heures ou un peu plus, on ne parlera plus que de 2015 dans un passé. Mais devoir d'exercice obligeant, nous essayons depuis quelques jours de faire un bilan, pas exhaustif forcément, mais nous rappeler un peu les grands moments dans chaque département, dans chaque domaine d'activité, tout ce qui s'est passé en 2015. Ainsi, ce matin, ce lundi, nous braquons donc nos projecteurs sur le secteur de la santé. Nous allons tenter ensemble avec nos invités de répondre à 3 petites questions. La première, est-ce que les Togolais se sont bien soignés en 2015? La seconde, c'est de savoir si les infrastructures sanitaires que nous avons au Togo répondent aux besoins de l'heure et favorisent de bons soins, de soins équivalents aux besoins, notamment de la couche la plus vulnérable. Et la troisième, c'est d'avoir une idée sur les défis à relever dans le secteur de la santé. Voilà donc ce grand sujet avec ces 3 questions autour desquelles nous allons concentrer nos échanges ce matin. Avant de vous présenter mes invités, je voudrais profiter pour vous souhaiter joyeux Noël encore une fois, parce que les gens diront que c'est déjà passé, c'est vrai, on l'a fait jeudi, mais on n'est pas encore fini avec Noël. Ça finira le 31 lorsqu'on aura amorcé un autre pas vers donc les derniers virages de 2015. Donc joyeux Noël à toutes les personnes qui ont pu essayer de faire quelque chose aux enfants et également à ceux qui ont voulu faire mais qui par contrainte n'ont pas pu, à tous ceux qui ont été contraints forcément de nourrir l'envie mais de se voir étouffés. Je veux parler de toutes les personnes qui sont derrière les barreaux, justement ou injustement. En tout cas, nos pensées sont toujours avec vous et nous estimons que même si vous êtes de l'autre côté, peut-être qu'ici avec nous ou peut-être avec d'autres personnes, une seule personne au moins aura pensé à votre famille et nous en ferons peut-être partie ou nous en faisons partie. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Bonjour à Assir Adomayapor, parce que c'est un homme qui essaye de nous assister, de nous permettre de marcher dans les pas de la lumière, parce que être peut-être jeune et marcher dans les pas de la sagesse, c'est pas donné à n'importe qui, c'est une bénédiction. Merci à vous et surtout pour la disponibilité. Merci également à tous les confrères journalistes qui ont fait de cette tribune leur seconde rédaction ou pourquoi pas première rédaction, qui défilent tout le temps, qui sacrifient leurs moyens et soyez-en remerciés. En tout cas, c'est un travail, on peut l'appeler sacerdoce, mais nous avons pris l'engagement et nous poursuivons advienne que pourra. Merci donc également à tous les techniciens qui nous accompagnent, que ce soit à KMTB, à la télévision Espoir 47, au niveau des médias partenaires, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Nero, le www.ebenradio.com, www.togovision.com et www.laverte.org. Nous souhaitons ce matin prompt rétablissement à Idelphonse Akbaki qui a eu un accident la semaine dernière et plus de peur que de mal, le grand Dieu veille sur lui avec sa main forte, que la divine providence l'assiste et le ramène très vite en studio parce que le Togo a besoin de lui. Merci donc. Nous allons rapidement retrouver nos invités. Elie Mensa, il est le directeur à l'information de l'agence laverte.org. Bonjour Elie. Bonjour tout le monde, bonjour, joyeux Noël, bonne fête à tous et à chacun. Je voudrais que cette fête soit l'occasion surtout de raffermir les liens au niveau des familles, parce que la cellule de base, c'est l'unité, c'est le reflet quand même de la santé de toute une nation. Voilà, merci. Et puis Léon Duhour, vous le connaissez déjà, il est de la rédaction du journal Le Patriote. Bonjour Léon. Bonjour Rodrigue, bonjour au confrère Elie. Bonjour également à tous les Togolais qui nous écoutent actuellement et également à toutes les Togolaises. Hein. Et aujourd'hui, nous allons donc débattre d'un sujet très important. Et j'invite tous ceux-là qui ont leurs oreilles câblées de prêter encore une fois une oreille attentive à ce que nous allons dire, parce qu'il en va vraiment de notre santé et surtout de l'éducation sanitaire. Voilà, merci. Donc, avant de commencer rapidement, Elie a parlé tout à l'heure de la cohésion au niveau de la famille, parce que la fête, c'est aussi ça. Généralement, il y a mon feu père qui nous soumettait à un exercice assez difficile vers la fin de l'année. Il vous rassemble, il dit de vous pardonner
Dis à ton frère ce que tu m'as fait de mal, je te pardonne. Vous faites autant pour, parce que mon père il a été polygame, vous le faites avec les marâtres et tout, ça a un sens profond. Bien entendu, nous sommes des Africains et nous avons nos coutumes, nos codes et nos valeurs. Et les fêtes de fin d'année sont l'occasion pour les familles en Afrique de faire table rase, de se remettre en question et en cause surtout. Il faut une remise en cause, l'occasion également de démarrer, d'avoir de nouvelles perspectives, d'avoir en tout cas une autre vision de la chose. Et donc ça fait que c'est une occasion en tout cas particulière pour tout Africain, à chaque fois que Dieu veille, à chaque fois que en tout cas le Céleste permet à ce que l'année nouvelle, vous soyez témoin, qu'on soit témoin de l'année nouvelle, il est indispensable qu'on fasse un peu qu'on fasse une révision, qu'on regarde dans le rétroviseur pour voir les erreurs commises, pour voir les atteintes et tout ce qu'on a pu faire et de bon ou de mal. C'est également l'occasion de raffermir, je crois qu'il faut consolider nos familles parce que c'est tout ce que nous avons. Finalement, vous comprenez que les sociétés modernes évoluées sont surtout basées sur la famille, la consolidation de cette cellule de base. Et en Afrique, ici, vous allez constater que le lien familial est très fort, mais avec les mutations en cours, il y a une dislocation, n'est-ce pas, de ce noyau. En ce moment, nous constatons que l'individualisme a pris le pas sur le communautarisme, ce qui est le cas de l'Afrique. Et malheureusement, nous allons de plus en plus vers des sociétés à l'image des sociétés occidentales, ce qui fait que le lien familial est disloqué. Vous avez le serpent dans votre poche, comme on dit chez nous, ça voudra dire que vous avez un cousin qui vous veut du mal, au lieu peut-être d'être avec vous. Et ce qui fait que malheureusement, c'est ce qui se reflète également au niveau supérieur, sur tous les plans politiques, etc. Vous avez des amis d'hier qui se retrouvent malgré des ennemis qui se retrouvent comme des ennemis. Donc je dis en tout lieu, il faudra privilégier le lien familial, que ce soit la famille politique, que ce soit la famille biologique. Je crois qu'il ne peut avoir de développement que lorsque ce noyau-là est consolidé. Voilà. Léon, ça doit être vraiment un aspect favorable à une cohésion nationale en Afrique, sauf que l'Afrique est en train de perdre progressivement cette valeur. Oui, je crois que cela est dû au fait que nous sommes dans un processus d'évolution de l'espèce humaine d'ailleurs, parce que effectivement l'espèce humaine évolue physiquement, morphologiquement, mais également intellectuellement, idéologiquement et culturellement. Donc ceci me permet donc de prendre un peu le contre-pied de certains aspects de ce que le confrère vient de dire. Tout de suite. Oui, parce que je suis convaincu que l'Africain ou les Africains ne se retrouvent pas autour des fêtes de fin d'année. Cela n'a jamais d'ailleurs existé en Afrique. Dans aucune culture africaine, il n'y a eu de fin d'année. Il y a plutôt eu des fêtes saisonnières qui soit marquent une fête traditionnelle, soit des initiations, soit marquent la fin des récoltes, soit marquent l'ouverture de la période des funérailles. Ça a toujours été ça dans les cultures ancestrales africaines. On n'avait jamais connu de 1er janvier, on n'avait jamais connu de 25 décembre. Ce n'est que la colonisation qui nous a apporté cela. Et quand on parle de colonisation, on sait que ça part de 1804, surtout au Togo. Donc je prendrai donc ce compte-pied-là pour dire qu'en réalité, nous les Africains, nous nous retrouvons dans une bulle avec d'autres personnes que nous ne connaissons pas et nous nous perdons. Et c'est donc dans cette perte-là que également nos valeurs se dissipent. Oui. Donc ceci explique largement et amplement le fait qu'aujourd'hui l'individualisme prend le dessus en Afrique sur ce qui est le communautarisme. Et cela accentué par les comportements des acteurs politiques. Je le dis et je vais insister là-dessus. Si aujourd'hui l'Afrique ou les Africains se retrouvent encore plus divisés qu'il y a 50 ans, c'est parce que quelque part leurs frères qui ont pris le dessus en politique ont favorisé cela. Ils sont arrivés à montrer ou à dire à certains que tout simplement parce que nous ne partageons pas la même idéologie, nous ne pouvions pas cohabiter ensemble. Mais quand cela ne tienne, il faut préciser que au-delà de tout ceci, l'Africain reste l'Africain. Et il y a des valeurs communes qui malheureusement, ou heureusement plutôt, les réunira toujours à travers par exemple les fêtes traditionnelles, même si elles sont plus politisées que culturelles, à travers notamment les initiations,
qui reste encore de mire dans nos sociétés traditionnelles. Voilà. Non, c'est bon, je vois pas, on a quand même un thème pour le débat, mais toutefois lui dire que en pays gain, la célébration de la prise de la pierre sacrée n'est pas une fête initiatique. Contrairement à la plupart des fêtes traditionnelles du Togo, c'est une grande célébration et qui consacre le calendrier des gains. Et c'est depuis l'Égypte ancienne. Attention, ce n'est pas une fête de récolte, c'est une fête qui porte en elle une certaine religiosité. Et un rapport met fin à une année. À une année et ça consacre une année nouvelle. Et ça consacre également un rapport individuel et collectif avec le céleste. Et donc c'est une fête profonde. Sauf que maintenant c'est politisé. Oui, on peut concéder cela, mais vous dire que essentiellement les gains qui sont issus de l'Égypte, en tout cas très antique, et ont colporté une vieille tradition, une vieille civilisation qui également, en son sein, porte un calendrier qui, au-delà du folklore que tout le monde voit, a une portée symbolique et religieuse. Et là, en cela, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Les fêtes traditionnelles ne sont pas que des occasions de récolte, d'initiation, mais au-delà de tout ça, en pays gain surtout, que je connais et dont je suis issu, c'est une grande célébration et qui porte en elle un calendrier propre à cette culture-là. Voilà, juste peut-être pour apporter un peu avant que Léon nous précise, je rappelle quand même qu'en pays élevé, mais sans savoir que par rapport à des conflits, à des guerres, il y a eu la division, il y en a qui sont partis en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent au Ghana, qui se retrouvent au Nigeria, parce que ça a d'abord quitté le Nigeria, Oyo, et qui se retrouvent au Togo avec l'avènement ou l'histoire, toute l'histoire qui tourne autour du mur à Bobo, mais ils ont finalement trouvé un créneau pour se retrouver chaque année et aller au fait fond. Finalement, on se rend compte que ce soit du Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire, le peuple élevé reste effectivement, c'est en cela que lors des célébrations, surtout de la pierre sacrée en pays gain, pour nous, c'est l'année nouvelle qui commence. Et c'est véritablement, et chez nous, en Minan, nous l'appelons épée. Voilà, donc c'est épée. Donc ça veut dire la nouvelle année qui commence en réalité. Et comme le sujet du débat également porte sur la santé, et c'est à travers cette célébration que en tout cas dans les célébrations, qu'on arrive à identifier les couleurs de l'année nouvelle à travers la pierre, que ce soit qui prédit la santé, qui prédit le politique, qui prédit le social, l'économique. Sauf que maintenant ces prédictions sont devenues politiques. On peut dire ça. Toutefois, la fête reste une grande célébration, mais tôt ou tard, on va redorer le blason à cette célébration, s'il plaît à Dieu. Voilà, Léon. Oui, bon, ce que je voulais préciser, persister, insister dessus, c'est que le 1er janvier ou le 25 décembre, principalement, comme l'avait dit le confrère, ne sont pas des fêtes africaines. Nous ne connaissons pas cela. Et là, je suis bien d'accord avec lui. Parce que je rappelle quand même qu'en Afrique, notre calendrier avant, c'était le soleil. Les anciens avaient une façon de lire le soleil. Ils arrivent à constater le début d'une année, la fin d'une année, ainsi de suite. Donc, de manière non exhaustive, j'ai essayé ou j'ai listé certains faits majeurs qui marquent soit la fin, soit le début d'une année pour une ethnie donnée. Si je n'ai pas parlé de épée, qu'il veuille bien m'en excuser. C'est d'ailleurs c'est la seule célébration au Togo que j'admire beaucoup, qui est d'ailleurs si bien organisée, et que malheureusement les politiques veulent détruire. J'étais en 2012 sur le site et nous avons détalé. Veulent détruire ou sont en train de détruire? Sont en train de détruire. Parce que jusque-là, mes frères de l'autre côté d'Anéo, de Guidji, n'ont pas encore compris qu'il fallait mettre en écart ces personnes-là et s'occuper bien de ce qui est leur identité finale. Effectivement. Je suis d'accord avec toi. Très bien. Merci. Je crois que ça, c'est juste une parenthèse. On la referme tout de suite. Dites, est-ce que les Togolais ont pu se soigner véritablement, convenablement, en 2015? Question difficile. Difficile parce que c'est mitigé. Toutefois, il faut avoir le courage de reconnaître que ces dernières années,
il y a eu quand même des efforts qui ont été constatés. Sans détour, je voudrais rapidement dire que cette année, on a constaté un recul important des maladies diarrhéiques chroniques, surtout avec l'instauration de deux vaccins, surtout, essentiellement. Donc, les maladies diarrhéiques, surtout dues au rotavirus, ont pris du recul. Et c'est à l'actif quand même du système de santé et des acteurs de la santé dans notre pays. Aussi, nous avons à travers, vous savez que depuis les années 97-98, à travers le programme Faire reculer le paludisme, Rambac Malaria, donc, que les partenaires techniques et financiers comme le PNUD de l'OMS ont quand même financé. Et ça a permis, jusqu'à ce jour, avec d'autres programmes, de mettre en œuvre quand même des protocoles thérapeutiques en matière de paludisme. Vous savez que le paludisme est une maladie, en tout cas, c'est un problème de santé publique. Et donc, en cela, ces programmes, différents programmes, ont permis aujourd'hui, avec les ACT, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, qui sont les dérivés d'artémisinine, et qui ont permis d'avoir des combinaisons qui ont permis de faire reculer la mortalité et la morbidité liées au paludisme. Même si entre-temps, il y a eu ce qu'on a appelé, ou on a baptisé détournement d'objectifs avec des gens qui ont, les moustiquaires qui ont détourné les moustiquaires imprégnés. Non, c'est le propre de nos États, de nos gouvernements et de notre malorganisation. Mais toutefois, il faut faire remarquer que les partenaires au plan international ont mis le paquet. Et il y a eu une organisation localement également. Aujourd'hui, il y a eu une organisation. Aussi, il y a eu l'instauration depuis quelques années de l'assurance INAM qui est arrivée malheureusement, qui se limite aux fonctionnaires. Le Togo n'a pas que des fonctionnaires. Nous avons également l'informel. Et c'est une forme d'assurance qui a quand même permis aux fonctionnaires de se soigner et de mieux se soigner. Et malheureusement, nous avons déploré les restrictions récentes portées à INAM qui ont fait que les paramédicaux, je veux dire les assistants médicaux, les infirmiers et les sages-femmes, ont été limités dans leurs prescriptions. Des molécules hier qui se prescrivaient par tous, on a refusé la prescription de ces molécules-là à ces paramédicaux. Mais vous savez qu'à l'intérieur du pays, et c'est les assistants médicaux, ce sont les auxiliaires médicaux qui sont dans les structures sanitaires de l'intérieur du pays. Donc quelqu'un qui se trouve dans l'urgence et qui doit utiliser une certaine molécule, et du moment où on ne permet pas à l'assistant médical de prescrire cette molécule-là d'un rare et hypothétique médecin. Et là, c'est difficile. Donc, c'est là où nous avons vu qu'il y a une difficulté. C'est vrai qu'à un moment donné, des gens ont abusé. Même dans le secteur de la santé, des gens ont abusé de ce service-là. Toutefois, vous allez par exemple au CHR de Dapaon, le service de médecine, c'est tenu en maître par des assistants médicaux et qui font la pluie et le beau temps. Vous débarquez au CHR de Kara, vous avez des assistants médicaux, des jeunes très dynamiques et qui font l'affaire. Vous montez plus haut, vous allez à Dapaon, vous redescendez à Sotobois, Mango et tout ça, etc. Vous constatez que c'est des auxiliaires médicaux qui sont à ce niveau. Soit on veut bien traiter les Togolais à travers INAM, ou soit on veut pas bien les traiter. Ou peut-être traiter la minorité. La minorité. Mais en dehors de ça également, il y a eu nos scanners à problème. Et parce que les scanners du CHU Tokoin, toujours en panne. Quelqu'un a été financé par la BIDC. La BIDC, ou je ne sais pas où on est allé me dénicher ce scanner-là. Et toute la difficulté à ce niveau. Mais je crois que nous sommes environ 7 milliards, un peu plus de 7 millions, pardon, 7 milliards sur la planète et 7 millions au niveau du Togo. Et donc, nous avons... oui, bon, pratiquement. On va pas faire ce calcul. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'assurance maladie doit être universelle. Et pour permettre à tous les Togolais, parce qu'un mandat social qui se veut un mandat véritablement social, devra normalement permettre à tous les Togolais de se soigner, d'avoir des structures sanitaires accessibles. Mais également, il y a eu également comment il faut dire ça, le développement d'un pays passe également par la maîtrise de la démographie. Donc, nous avons une démographie galopante. Hier, c'était 3 millions d'habitants. On nous apprenait à l'école il y a quelques années, mais subitement, nous sommes à plus de 7 millions d'habitants. Sans compter la diaspora. Sans compter la diaspora. Et reconnaissez volontiers également que la densité d'hommes au niveau de Lomé fait en sorte qu'il y a une forte population au niveau de Lomé.
et on n'arrive pas à retenir la jeunesse dans leur milieu, ça fait que Lomé est devenu un terrain où les petites maladies trouvent des terrains propices pour leur développement. Et donc, ce qui fait que au même moment, la planification n'a pas été vraiment au rendez-vous. Bon, bref, pour ne pas avoir monopolisé la parole, c'est mitigé. C'est mitigé. Léon? Oui, Rodrigue, dire que les Togolais ont été bien soignés dans cette année qui s'écoule serait à la limite aberrant, hein, parce que les statistiques sont là. Aujourd'hui, nous avons d'abord, hein, et c'est ce qui est le plus déplorable, plus de 95% des médecins qui exercent à Lomé. Et le reste du pays, et l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce ne sont pas des Togolais qui vivent là-bas? Eux, ils n'ont pas besoin de soins propices ou de spécialistes pour s'en occuper? On se pose la question. Premier problème. Second problème, les infrastructures. Jusqu'à hier, j'étais encore à Dapaon. J'ai été dans le Pendjal où, sérieusement, j'ai vu des infrastructures hospitalières qui ressemblaient même pas à des taudis, je vous en prie. Sincèrement, parce que la salubrité n'y est pas. Sinon, c'est l'insalubrité qui règne. Le major, qui est donc l'infirmier responsable, vient seulement quand c'est quelqu'un qu'il connaît qui l'appelle. Ça veut dire que le reste du temps, il est dans son champ pour les récoltes. Il n'y a aucun système de suivi. Est-ce qu'il est payé? Il est payé, bien sûr, puisqu'il est mis sur le budget de l'État. Ça veut dire qu'il est payé. Mais le problème qui se situe, le problème se situe plutôt au niveau du suivi. Ça veut dire qu'il n'y a pas un contrôle qui se fait. Pour qu'un véhicule ou que le directeur préfectoral de la santé quitte Dapan ou peut-être Mandouri pour descendre dans une zone comme Borgou ou autre, vous voyez, ça fait des dépenses. Peut-être lui, à son niveau, il n'a même pas un véhicule de fonctionnement. Et s'il y a un véhicule de fonctionnement, lui aussi il est occupé à autre chose. Parce que et c'est là le problème. À faire des transports de madame pour le marché. Voilà. Donc ça veut dire que ce gars-là qui est là-bas, il sait qu'il est peinard, il n'y a aucun suivi, personne. Et de toutes les façons, s'il y aura une descente, ça veut dire qu'on va l'appeler pour l'avertir. Et là, il est dans sa blouse, il est assis. Second problème. Troisième problème, c'est la spécialisation, disons, pas la compétence même des médecins ou des infirmiers qu'on envoie sur le terrain. Ce qu'on a constaté et que moi je déplore un peu, c'est que de plus en plus, ce sont les volontaires du Provenat qui sont déployés sur le terrain, surtout à l'intérieur du pays. Parce que ceux-ci sont considérés comme des gens qui n'ont pas le choix. Puisqu'il n'y en a pas, et c'est encore un autre problème, voilà des médecins qui chôment. Hein? Quand les médecins chôment, ça veut dire que c'est grave dans un pays. Donc voilà des infirmiers qui sont recrutés sur le Provenat, des sages-femmes, hein, qui sont recrutés sur le Provenat, qu'on envoie, ils n'ont que 60 000 francs le mois, donc ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils peuvent. Ce qu'ils peuvent en fait. Et c'est grave ça, parce que quand quelqu'un arrive, d'abord la mine que le gars fait pour te recevoir. Ça renvoie les patients. Mais tu es guéri sur le coup, hein. Bon, entre griffes. Voilà un autre problème. Un quatrième problème que je peux soulever, c'est, malheureusement, j'aurais souhaité qu'on associe cela à notre débat, c'est l'éducation sanitaire. Hein. Parce que ça fait partie, j'ai constaté hein, que nos dirigeants font plus la promotion de la santé du côté, comment je vais dire ça, des produits, hein, du côté des produits ou du côté de la formation hein, du personnel soignant, mais néglige l'éducation même des masses populaires. Parce qu'on peut aussi soigner quelqu'un en l'éduquant, en lui montrant les principes d'hygiène élémentaires avec Ebola, il y a quand même eu une mission, une vaste mission de campagne de sensibilisation qui a sillonné le territoire pour du moins apprendre aux Togolais comment se comporter pour éviter donc ce virus. Il y a également eu la gratuité de ce journal Santé Éducation qui a été financé par le chef de l'État. Oui, tout ça c'est beau. Santé éducation financée par le chef de l'État, d'accord. Combien de personnes vont lire santé éducation? Combien de personnes savent lire d'abord pour lire santé éducation? Est-ce que santé éducation aujourd'hui est à Djarpanga? Question piège. Or à Djarpanga, il faut y aller, c'est dans le Dankwe. Je connais. Il faut y aller pour voir ce qui se passe. D'accord. Il faut y aller pour voir ce qui se passe. Lorsque je reviens à ce que le confrère disait par rapport à l'INAM, effectivement l'INAM ne couvre pas encore, l'INAM ne fait rien. Disons ça comme ça, sinon que ce ne soit pour les fonctionnaires. Et l'autre point de l'INAM, c'est que les fonctionnaires également en abusent.
Hein, il faut le dire clairement. Il y a plein de gens qui se font des ordonnances comme ça, de manière fallacieuse, parce que il a un simple mot de tête, il faut qu'on fasse ça. Il se dit que non, on me prélève 5 000 francs par mois. Parce que la politique, sans te couper, la politique, c'est de faire de sorte à ce que le paracétamol soit assez disponible pour donner aux cousins, aux oncles, en cas de on a compris. Mais est-ce que c'est bien? Parce qu'au même moment, ça empêche l'institution d'élargir cette tentacule. D'élargir ces tentacules, c'est là le problème. Hein. Et j'aimerais plutôt rectifier quelque chose par rapport à ce que le confrère avait dit également. L'INAM est également à vocation privée. Donc les structures privées peuvent également y souscrire. Seulement les conditions font que celles-là ne veulent même pas aller là-bas. D'abord, les employés, comment ils sont traités? Est-ce que c'est pas une manière de décourager? Est-ce qu'ils ont un bon salaire? Est-ce qu'ils ont même un contrat? D'abord. Non mais moi je trouve que c'est à INAM, c'est à l'INAM, parce qu'aujourd'hui les Nations Unies sont dans l'optique de l'assurance maladie universelle. Donc il faut aller vers cela, cette dynamique-là, et c'est à l'INAM d'élargir ses assiettes et d'aller vers le secteur privé informel. Donc c'est comme ça, et c'est à eux de le faire. Je voudrais surtout revenir dans 2015. Vous savez que le 3 février, le Premier ministre Ahmed Zounou n'a pas quand même eu sa langue dans sa poche au CHR, levée commune, et ça a beaucoup révolté ceux de la santé. Vous savez, les médecins, c'est quelqu'un qui ont fait quand même bac+7. Et puis si vous permettez, quand même, il avait dit le jour-là, il avait sermonné, si on peut le dire en termes justes, sermonné le personnel soignant parce qu'il n'était pas d'accord avec cette histoire de grève à répétition, tout ça organisé par la Synergie des travailleurs du Togo. Il avait dit, nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les blocs opératoires sont dans un état difficile, les labos n'ont pas d'instruments pour travailler. L'effort que nous devons faire, c'est pour le service. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et puis, il avait dit, en substance, aucun membre de ma famille ne viendrait se faire soigner dans vos hôpitaux. On le comprend, il est Premier ministre. Le jour, actuellement, il n'est plus Premier ministre. En tout cas, mais le même jour où il tenait ce discours, il y a quand même un de ses parents, quelque part dans une structure sanitaire du Togo. Parents lointains ou proches. Qu'est-ce que vous en savez? Voilà, donc c'est comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le secteur de la santé, c'est un secteur où il faut savoir garder le silence. Et il est allé taper là où il ne faudrait pas, quoi. Et finalement, les gens étaient révoltés. Parce que sans vous mentir, c'est un secteur où, franchement, d'abord, il faut avoir le bac, il faut aller à l'université, plus 7 pour être médecin, plus 3 pour être assistant médical, et ce n'est pas rien. La pratique médicale, c'est une démarche. D'abord une démarche, diagnostique et thérapeutique. Et l'aspect diagnostique également, en dehors de l'exploration clinique, il y a l'exploration paraclinique. Et donc vous prenez en compte, vous avez un individu en face de vous que vous observez et dont vous demandez le bilan, mais que vous observez, que vous sondez. Et donc ce n'est pas une démarche facile, ce n'est pas une mince affaire. Et vous imaginez un assistant médical, par exemple, qui soigne jusqu'à 80 personnes par jour, un médecin qui consulte 80 ou 50 personnes par jour, mais on est où finalement? On est où? Parce que celui-là, le soir, il n'a même pas l'énergie pour manger. Il est fatigué, il est lessivé. La sage-femme, l'accoucheuse d'État, qui à longueur de journée accouche, comme il vient de dire le confrère, mais qui finalement à la fin du mois, 60 000 francs CFA. Mais j'étais justement à Borgou, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a quelques mois, j'étais à Borgou. Et remercions également l'Église catholique. Ah oui, parce que l'Église catholique a quand même créé des structures au niveau de Borgou, sanitaires. Dans d'autres villes, parce que même aujourd'hui, si vous allez à Pagala-Gare, c'est les sœurs qui font le boulot là-bas. Non, mais je parlais de Borgou parce que je suis allé même au cœur de la structure. Ils ont quand même un laboratoire de biochimie, ils ont un assistant médical bien formé, ils ont également un médecin pédiatre spécialiste qui intervient dans les cas difficiles. Donc, voyez ce qui se passe. Vous allez également à Yendoubé. Vous revenez à Yendoubé ici à Dapon. Vous allez constater c'est un pôle spécialisé pédiatrique qui fait également un excellent boulot. Mais là-bas, c'est les sœurs toujours. Oui, quand vous y allez, vous verrez des infirmiers diplômés d'État qui font de très bons boulots, je vous assure. Et je ne vous dis pas le nombre d'enfants consultés par jour à Yendoubé. Je ne vous dis pas. Franchement, c'est extraordinaire. Mais quand on empêche ces acteurs-là, la prescription d'un certain nombre de molécules, là, il y a problème.
il y a problème. Et un aspect non moins essentiel que je voudrais également relever, c'est la prescription des antibiotiques chez nous. Il y a une forte résistance aux antibiotiques de plus en plus dans notre pays. Et je voudrais attirer l'attention des autorités sanitaires sur cet aspect parce que les antibiotiques, en tout cas, ce n'est pas du paracétamol. Attention, ça aide l'organisme à vaincre des infections, mais selon le type d'infection, il y a des familles, sinon une famille d'antibiotiques spécifiques. Maintenant, quand on propose, je ne sais pas, n'importe quoi, des quinolones de 3e génération dans une simple tout à l'heure, en première intention, je crois qu'il y a problème. C'est à ce niveau où il faut repenser, il faut recycler, il faut organiser, il faut éduquer le personnel de la santé dans la prescription des antibiotiques. Parce que de plus en plus, vous allez voir un jeune garçon, il y a ce qu'on appelle les céphalosporines de 3e génération aujourd'hui, qui sont quand même des antibiotiques puissants. On les met aujourd'hui chez l'enfant de 3 ans, ça ne marche pas. Mais vous voulez mettre quoi chez cet enfant-là? Donc c'est pourquoi il faut réglementer la prescription des antibiotiques désormais dans notre pays. C'est également essentiel. Rendre accessible également les antipalus. Vous allez constater, il y a des génériques qui arrivent sur le marché, dont le prix dépasse la spécialité. Mais c'est inconcevable, c'est aberrant. Vous avez une spécialité, mais le premier produit que le laboratoire fabrique, mais vous avez un générique après dont le coût est élevé que la spécialité. Il est allé copier la spécialité, mais il est plus cher que la spécialité. Et de plus en plus, l'Asie est en train d'envahir notre terrain. Mais il faut faire attention. L'Asie, franchement, ces gens, franchement, il y a un problème. Dieu seul sait ce qu'il y a dans leurs produits. Et c'est en cela que nous n'avons pas de structure de contrôle qualité de médicaments dans notre pays. On a envoyé des gens se former, ils sont revenus. On attend d'avoir le décret. Depuis, le décret n'est pas là. Or, on nous parle de mandat social. Je ne vois pas là où le mandat est social. Mais il faut avoir ces structures de contrôle qualité des médicaments pour que désormais, le Togo soit autonome en matière sanitaire. Il y a eu également une mission de jeunes Européens à Lomé récemment, on s'était vu. Mais dans leur rapport, ils ont dit que nos structures sanitaires ont un sérieux problème d'assainissement. Les maladies nosocomiales, il y en a dans nos hôpitaux. Donc vous avez de fortes chances quand vous arrivez à l'hôpital de contracter. Vous perdez une maladie et vous en prenez. Et vous savez que les germes au niveau de l'hôpital sont des germes très résistants. C'est des germes qui ont acquis une certaine résistance. Et quand vous les contractez, et Dieu seul sait ce qui peut advenir. Voilà, justement, puisqu'il a abordé tout à l'heure le point lié aux infrastructures sanitaires, j'ai lu tout à l'heure quelques phrases que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre nous a laissé entendre au niveau du CHR. Donc il reconnaît, les autorités reconnaissent qu'aujourd'hui les infrastructures sanitaires sont mal équipées et sont dans des états difficiles. Est-ce que vous les sentez en approche de solution pour soulager les peines des Togolais? Bon, ça sera difficile de le dire parce qu'il y a des choses qui sont faites quand même. Il y a des actions menées ainsi ou posées par-ci, par-là. Mais ce n'est pas encore ça, ce n'est pas suffisant par rapport à l'ampleur même de la demande, par rapport à la tâche qui se présente, par rapport à tout ce que l'on voit et que l'on aimerait voir disparaître normalement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, lorsque vous allez à, je ne sais pas si vous connaissez Nandouba. Nandouba, voilà. Quand vous allez à Nandouba, vous avez un sérieux problème. Ce qui se passe là-bas, c'est quoi? Et les populations, les Tambérmans qui y habitent, ils sont généralement vont se soigner au Bénin. C'est bizarre. Et c'est moi quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu ça. Que la frontière n'est pas trop loin de. Oui, mais pourquoi ils y vont? C'est parce que chez eux, c'est cher. Soit il n'y en a pas, soit ce qu'il y a ne vaut rien. Et ils préfèrent aller. Parce qu'avant de chercher le soin, il faut également aussi la qualité du soin. On ne peut pas aller, comme il le disait tout à l'heure, j'ai une diarrhée. J'arrive, on me donne du paracétamol. C'est sûr que je ne reviendrai pas. Je crois que ce produit est devenu le premier qui a prescrit. J'y vais et vous avez mal au paracétamol, vous avez mal au ventre. C'est nostalgique, ça intervient dans la douleur. J'y vais, je fais 3 jours en Andouba et je constate que dans une même concession, tout le monde a mal à la tête. Vous voyez? Bon, ok, quand on va comme ça, on se prépare nous en conséquence. Donc j'ai Efferalgan, je donne au vieux et il casse en deux, il donne à sa femme. Vous voyez? Or, pour 500 mg, pour lui-même déjà, c'est déjà pas suffisant, puisqu'il faut 1 gramme. C'est déjà pas suffisant. Mais il casse en deux, il donne à sa femme. Elle, à son tour, elle veut casser pour en donner à un enfant. Et je dis non.
J'en avais un autre, j'en ai encore donné. Et quand on vit ces réalités-là, Rodrigue, est-ce que ça dit qu'il n'y a pas de là-bas? Je ne sais pas, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas, justement parce que je n'ai pas fait le tour pour voir s'il y avait une pharmacie là-bas. Mais je sais une chose, lorsque par exemple nous sommes à Mango qui est censé être la grande ville de l'agglomération, ou Kanté, il n'y a pas plus de 3 pharmacies. Ou sinon 2, je crois que c'est 2 pharmacies. Maintenant j'imagine une pharmacie à Nandoba. Et là, je reviens, parlant toujours des infrastructures, sur l'institution Togo Pharma qui existait. Et actuellement, je ne sais plus si ça existe vraiment parce qu'on voit tout le temps les bâtiments qui sont là, délabrés, c'est fermé. Puisque même dans les pharmacies, il y a actuellement quand même une agence qu'on a pris pour remplacer la distribution, qui assure la distribution. Aujourd'hui, il y a les grossistes répartiteurs qui ont mis en place un mécanisme qui permet chaque jour que les commandes de l'intérieur du pays soient alimentées. Donc il y a toujours un convoi de médicaments qui chaque jour fait la navette. Sauf que le constat est clair. Non, mais c'est quand même organisé. Il y a des produits qu'on ne trouve jamais en pharmacie publique ou en tout cas en pharmacie d'État. Ça c'est clair. Et même lorsque vous allez au CHU Tocoin ou au CHU Campus ici pour vous soigner, quand on vous prescrit le produit, habituellement, si le médecin est assez aimable, il vous dit allez à telle pharmacie parce qu'il n'y en a pas ici. Pourquoi? Ça ne devrait pas être le cas. Oui, mais là, à ce niveau, si tu permets, il faut dire que les hôpitaux ne peuvent pas avoir toutes les spécialités en leur sein. Il y a quand même des produits de première nécessité qu'ils ont. C'est aux pharmaciens, n'est-ce pas, d'alimenter sa pharmacie, d'avoir toutes les autres spécialités. Donc, il peut arriver, en tout cas, mais ce qui est aberrant, c'est qu'on ne trouve pas le produit le plus simple, le plus ordinaire et le plus utilisé dans la pharmacie interne. Au moins, l'artéméter pour le paludisme grave, on doit l'avoir. L'antalgique qu'on doit mettre, le paracétamol injectable pour diminuer la fièvre, on doit l'avoir dans nos structures sanitaires. C'est important. Mais j'aimerais dire aussi une chose. Est-ce que vous permettez, compte tenu du temps, on va un peu évoluer. Est-ce que Léon, aujourd'hui, vous sentez les premiers soins dans nos hôpitaux? C'est-à-dire, par exemple, en cas d'accident, vous arrivez, qu'on puisse prendre en compte votre santé avant l'argent. Est-ce que vous sentez ça dans nos hôpitaux? En toute honnêteté, je n'ai pas encore senti le soin de santé avant l'argent. Hein, parce que quand vous arrivez de toutes les façons, si vous êtes accompagné ou non, on vous demande quand même d'acheter le bon. Ne serait-ce que le bon de consultation. Ça, c'est la première chose. On peut concéder ça. Maintenant, en dehors du bon. Maintenant, en dehors du bon, je crois que lorsque le cas est urgent, assez urgent, il y a quand même des efforts qui sont faits pour que la personne soit prise en charge. Et vous arrivez tout à l'heure, là, si vous vous tordez de douleur, et même s'il y a une file de 100 personnes, on fait en sorte que vous puissiez être reçu tout de suite par le médecin avant que les autres qui souffrent moins ne passent. Maintenant, au niveau des soins d'urgence, lorsque il faut déplacer le patient, c'est là que le problème se pose. Voilà. Parce qu'on voit plus les privés s'en occuper. Par exemple, vous êtes malade, vous avez votre père qui a un véhicule, c'est lui plutôt qui vous transporte, parce que si c'est dans des agglomérations comme Lomé, c'est encore possible. Sinon, à l'intérieur du pays, on est obligé soit d'appeler le curé du village. C'est le curé qui vient avec son véhicule pour transporter le malade ou parfois le mort. Ah oui, ça arrive. Il transporte 5 minutes après en cours de route, le gars il est mort. Et il rebouche chemin, soit il continue s'il n'y a pas de mort. Vous voyez? Donc il y a ça, c'est toujours un problème parce que l'urgence c'est aussi ça. C'est aussi quand j'arrive et que ici on ne peut pas me soigner et qu'à 100 mètres on peut me soigner, que je puisse être tranquillement et rapidement transporté vers là. Donc je crois que c'est un pan de la chose et il faut... Ça reste un défi à relever. Voilà, nous avons encore 4 minutes à passer. On va parler de la morgue parce que ça relève quand même de la santé. Quelle appréciation faites-vous des morgues auto? C'est vrai que j'ai la chance souvent d'aller dans les structures sanitaires, mais j'ai eu le décès d'un parent proche. C'était pour moi l'occasion d'aller au cœur de la morgue. À Lomé ou bien à l'intérieur? À Lomé. À l'intérieur également, j'en ai vu. Mais j'ai eu peur de la mort à un moment donné parce que s'il faut passer par là quand on meurt, je crois que devant peut-être le jour du jugement, Dieu a des questions à vous poser. Vous venez d'où? Vous n'êtes pas lavé? Parce qu'il y a un sérieux problème d'assainissement. Et ça sent mauvais. Et vous voyez, lorsqu'on sort les corps, vous voyez comment ça se passe.
c'est des corps... En tout cas, il faut avouer que les odeurs vous rattrapent déjà au dehors. De la route. Et vous comprenez que les gens inhalent ces odeurs-là à l'intérieur des poumons. Dieu seul sait ce que ça on va manger là-bas. Hein. Les gens mangent là-bas. Les gens mangent là-bas, vous constatez. Et donc, mais il faut constater que depuis, depuis que l'avènement au ministère de la Santé du professeur Midi Yawa, Moustapha, on a refait la morgue. Aujourd'hui, vous allez à la morgue, ça ne sent plus comme avant. Et très sincèrement. Je crois que le professeur Midi Yawa, c'est un grand monsieur qui, quand même, il vient du système. Donc, il connaît les problèmes de ce secteur-là. Et donc, il a su aménager. Et au même moment, il y a un aspect que je voudrais rapidement souligner. Il y a ce qu'on appelle, il y a les chefs services de département, que ce soit la chirurgie, la pneumo, la gynéco. Il y a des professeurs titulaires. Ces dernières années, il y a qu'au Togo où les grands professeurs ont refusé de présenter leurs collaborateurs à l'agrégation. Ils ont maintenu les gens dans une servitude. Ils sont restés maîtres. Vous savez aujourd'hui que les professeurs ont une rémunération pas loin des députés. Ils sont bien rémunérés. Ils vont à des conférences. Ils n'ont plus le temps de consulter même. Et donc, ils ont mis leurs collaborateurs... Il y en a qui ne vivent que des conférences. Que des conférences. Et donc, le professeur Midi Yawa, quand il est arrivé aux affaires, il a demandé à tous les... Il a même sauté des chefs de service, tout puissants. Il leur a demandé de présenter quand même des candidats pour que le Togo puisse avoir de grands spécialistes, des professeurs agrégés de renom et de qualité. Et donc, ce qui a fait qu'on a organisé récemment le concours de l'assistanat, puisqu'il faut passer l'assistanat. Et jusqu'à l'intérieur du pays, il y a des jeunes qui se sont présentés. Aujourd'hui, ils sont retenus comme des assistants. Et s'il plaît à Dieu, d'ici 2 ou 3 ans, le Togo va avoir davantage de professeurs titulaires. Parce qu'on en manque. On en manque terriblement. La Côte d'Ivoire, le Sénégal nous ont laissé... ils nous ont devancés. Il y a énormément de professeurs agrégés au Bénin, même à côté. Et vous imaginez qu'en gynéco, vous n'avez pas qu'un seul professeur. Et malheureusement, on déplore la mort du docteur Roch Adama la dernière fois. Un très bon gynécologue qui était quand même en passe de passer l'agrégation très bientôt. Donc, mais toutefois, nous prions à ce que le gouvernement, l'État, regarde ce secteur pour que les professeurs présentent davantage de jeunes qui arrivent au lieu de les maintenir dans une servitude qui ne dit pas son nom. Voilà, Léon, il reste 60 secondes à passer. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer qu'avec le mandat social, on annonce, selon les informations et le manuel ministériel, puisqu'entre-temps, on est demeuré sans ministre de la Santé, est-ce que cette fois-ci, on peut avoir l'assurance que le ministre reste longtemps pour faire un ménage? Je crois que le ministre, il est là, il restera, pas lui en tant que professeur Midi Yawa, mais le ministère va rester, il y aura certainement une autre personne qui va... Avec ou sans locataire? Il y aura toujours un locataire. Là, je suis sûr maintenant qu'il y aura un locataire. Il y a eu avant le professeur Midi Yawa, il n'y avait pas eu de locataire. Oui, justement, mais il y a des signes avant-coureurs qui montrent à suffisance que ce secteur-là est de plus en plus considéré par le gouvernement. D'ailleurs, quand on regarde un peu le budget, il y a une bonne ligne budgétaire qui est allouée à ce secteur-là. Voilà. Donc, j'aimerais dire que ça va exister, ça va continuer par ici. Il y aura toujours quelqu'un pour conduire les brebis de ce côté-là. Et j'aimerais peut-être rappeler encore à cette personne-là qui est déjà là ou celle qui va venir si ça change, que nos morgues sont vraiment des mouroirs également. Parce que pas des endroits pour garder les morts, mais des endroits pour tuer d'autres personnes. Aujourd'hui, par exemple, la dernière fois, on m'a informé que quelque part au nord là-bas, il y avait des laissages. On a coupé le courant. Il y avait 2 problèmes. Premier problème, les casiers sont pleins. On a déposé les morts sur des tables. C'est plein également. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les gens. On leur demande à chacun de venir chercher son mort. C'est bizarre. C'est bizarre quand on sait ce que ça coûte que d'enterrer un mort dans ce pays. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Si vous n'avez pas les moyens, vous faites comment? Et quand vous venez, vous devez payer. On va voir avec la CET. Le courant. Mais cachet spécial à l'hôpital d'Anero, un hôpital très propre. Très propre, je vous dis. Vous pouvez faire un tour, vous verrez bien. Très bien, je connais bien. Le CHR Lomé Commune aussi. CHR Lomé Commune également. Oui, c'est quand même propre. Et puis à Kara, il y a quand même eu les Chinois qui ont installé également l'hôpital. Chinois, oui, également. Mais cachet spécial à l'hôpital d'Anero. C'est de quoi je parle. Merci, donc ce sera tout aujourd'hui. On n'a pas le temps pour tout dire, mais on a dit quand même l'essentiel, ma foi. Vous pouvez beau aimer, mais
retenez que c'est à vous également de nous permettre de servir. Si vous n'avez pas aimé, si vous estimez qu'il y a des points qui n'ont pas été clairs, vous pouvez nous aborder, il n'y a pas de souci, nous sommes ensemble. Merci à nos invités et retenez que la santé de l'homme, c'est également l'alimentation et nous en avons déjà parlé, mais nous allons encore revenir pour en parler davantage parce qu'on avait évoqué un sujet la dernière fois avec les enfants dans les cantines qui mangent à même le sol sans même laver les mains. À quoi cela va conduire? C'est la grande question. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bien de choses chez vous.